Salut Jean-Pierre, salut. Nice qui arrive. Nice arrive. Messieurs, Nice est dames, là. Comment vas-tu? Jean-Paul sourit. Non, à toi non, alors certainement pas. Ah bon? Ben, tant pis. Comment vas-tu? Ça, on s'est déjà vu. Mon cousin. Jacques, tu es filmé là. Ah. En direct sur quoi? Comment tu vas? Bien et toi? Ça va. Claudine, comment il va? Ça va. Vous êtes arrivé? Voilà, oui. Ça va, je t'embrasse. Hein? Nous on s'est perdu. Sinon, ce serait pas. Hein? Si j'y aille. Exact. Ah oui, j'ai le même. Ah oui? C'est le principe de la nacelle du rhum. Ouais. Ah ouais, c'est nickel. C'est bien. Ah ouais, C'est bien. ça c'est l'idéal. C'est direct. On est en direct sur Facebook. Tu vas sur Facebook, on est en direct. Donc on mettra la chair alors. On essaiera de la mettre avec Larry. Ah, et moi j'ai habité petit peu, pas beaucoup, mais un petit peu aussi. On va remettre à 3. Jacques, il faut faire vite, il ferme à 16h50. Bon, alors c'est vous, Marie de Babélouette, qui porte la chair. Avec qui vous avec Villard peut-être? Ouais. Allez. Bon, j'ai préparé quelques mots, comme d'habitude, et je vais essayer d'être court, mais c'est toujours un problème pour être synthétique. Donc, chers amis, nous sommes rassemblés ici pour nous recueillir pacifiquement dans le cadre du devoir de mémoire et non pour allumer des braises. Un peuple qui n'a pas de mémoire est un peuple qui n'a pas d'avenir. Ce même devoir de mémoire est celui exprimé par l'État d'Israël qui commémore cette année le 75e anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz. C'est le droit de cet État et c'est notre droit de commémorer nos massacres. Je tiens quand même à faire à chaque fois une comparaison avec des choses qui se passent et qui font que nous avons les mêmes droits que les autres, quoi. Ni plus ni moins, mais au moins les mêmes droits. Il existe un antisémitisme. Il vient de se créer un anti-pénoirisme qui se manifeste chaque jour. Non seulement la presse ne parle plus de nous, mais l'on cherche à nous faire taire. C'est mal connaître le peuple pied-noir. Nous sommes le 24 janvier 2020. Il est 16 heures passées au sein de ce cimetière Saint-Lazare de Montpellier. Rassemblés par une prière œcuménique, nous pensons à nos morts du 24 janvier 1960 à Alger. Une foule de citoyens français, à part entière, manifestait drapeau en tête et chantait la Marseillaise au même titre que ceux qui le font à l'heure actuelle dans toutes les grandes villes de France de manière hebdomadaire. À 16 h, donc le 24 janvier 1960, montre en main, un colonel de gendarmerie fit ouvrir le feu après une charge à coups de crosse de fusil et un lancer de grenades. L'ordre lui avait été donné plus avant dans la matinée par ses supérieurs hiérarchiques. Tout était pensé et prémédité. Bilan, plus d'une dizaine de morts et des dizaines de blessés. Chez nous. Mais au niveau des gendarmes, plus d'une dizaine de morts et plus d'une dizaine de blessés. Un communiqué officiel paru le lendemain, le 25 janvier 1960, je vais vous le lire. Le voilà. Alors il est un peu confidentiel, mais il faut le lire et écouter attentivement. Ça vaut son pesant d'or, hélas, ou de sang. 21 morts à Alger. Le bilan des victimes des incidents d'Alger s'établit officiellement à 21 morts. 10 civils ou territoriaux et 11 gendarmes. 12 blessés se trouvent encore à l'hôpital civil de Mustapha. Ce sont messieurs Marcel Molinier, Albert Ayache, Georges Guillaume, Jean Abadi, Elie Ben Simoun, Guy Laflèche, Comtesse Poli, Rubert Franck, Reliance Régis, Bernard Brunet, Jean Halimi et l'aspirant Whiter. Ces 4 derniers sont dans un état très grave. Les morts, civils ou territoriaux, donc les 10 morts, recensés. Eugène Bévilacqua, 46 ans. Je veux dire que Eugène était un ancien de la 2e DB. Roger Hernandez, 34 ans. Notre ami de Babélouette. Jean Rech,
Jean Salami, Rigmond Riquiri, Raphaël Balestier, André Echen. André Echen qui était du Sané. Si vous comptez bien, ça fait 7. Et on nous dit 10. Il y a eu plus que 10. Au niveau des gendarmes mobiles, donc là ça devient dramatique parce qu'ils ne connaissaient même plus le prénom des gendarmes mobiles. Donc ils en ont mis 3, Marcel Kameniec, Jean-Pierre Lefin, René Millon qui a donné le nom à une caserne de gendarmes mobiles, Robert Maurice, et là stop, il n'y a plus de prénom, Pinet, Lemaître, Merlin, Franflet, Méréen. D'autre part, un lieutenant et un garde mobile sont décédés à Maillot. Donc on arrive à 11 là, et il disait 10 pour les gendarmes mobiles. Le communiqué publié ci-dessus indique qu'il y a 21 morts, dont 10 civils et territoriaux. Nous n'avons pu trouver trace des 3 manquants à notre liste. C'est-à-dire qu'ils ont des morts, et ils n'arrivent pas à les identifier. Le problème est que, en fait, ça sera beaucoup plus dramatique que ça, en ce sens qu'il y a eu des morts, mais ils n'ont compté que les morts qu'ils avaient trouvés à l'hôpital Maillot, mais il y en a eu dans les autres cliniques, et donc il y en a eu qui ont été remis directement dans les fosses communes, que ce soit à Saint-Eugène ou au boulevard Bru. Ce qui fait que, quand on y pense, c'est plus de 10 morts qu'il y a eu. Mais, vérité officielle, et vous le verrez, cette vérité officielle qui est devenue une légende, eh bien, elle se perpétue. Les journalistes, les parlementaires et les historiens l'ont pris comme argent comptant sans se poser de questions. En fait, on annonce les noms des 7 morts au lieu de 10. Dans le même temps, il est fait état de blessés très graves qui se trouvaient à l'hôpital Maillot, sans préciser que plusieurs autres étaient hébergés par les cliniques d'Alger. On apprenait enfin que des corps avaient été déposés dans la fosse commune des cimetières d'Alger. On retrouvera ça au 26 mars, puisque là, ils étaient jetés carrément à la mer. Donc c'est vrai, ça ne laissait plus de traces. Il s'agissait certainement des personnes qui furent considérées comme disparues par la suite. Même chose qu'au 26 mars, les corps étaient jetés et on déclarait les personnes disparues. Qui a ordonné ce massacre? Qui a permis cette forfaiture et qui a diffusé la fausse nouvelle? Il n'y eut aucune enquête officielle, ouverte par un procureur de la République, aucune enquête parlementaire, aucune enquête sérieuse de presse ou d'historiens. Imaginez un seul instant. Nous sommes à Paris, boulevard Saint-Michel. Les syndicats manifestent. Les gendarmes mobiles tirent, 20 morts. Imaginez ce que ça peut faire comme résonance sur le plan de la presse, sur le plan des parlementaires, etc., à l'heure actuelle. On est peut-être à la veille de ce genre, et je ne le souhaite pas, mais à la veille de ce genre de problème. Imaginons qu'il y ait exactement le même processus qui s'engage, et donc qui fait que brusquement, des gens disparaissent comme ça, sont tués, massacrés, et puis plus personne ne dit rien. La responsabilité des événements revient à un lieutenant parachutiste de réserve que l'on présenta comme un pied noir commandant l'une des barricades. Ce lieutenant reste pour nous un héros. Mais nous devons rétablir la vérité. Il est né le 15 mai 1931 à Courbevoie au sein d'une famille de Gascons et mort à Auch le 17 août 2014. Il était pied noir de cœur mais pas de sang. Je ne sais pas si vous voyez de qui je veux parler, c'était Pierre Lagaillarde. On lui a fait porter la responsabilité en disant c'est un pied noir. Mais vous verrez que dans d'autres massacres, à chaque fois on dit c'est un pied noir. Je ne cache pas que nous sommes sur une affaire un peu particulière, où on dit c'est un lieutenant pied noir. Il est né à Casablanca, il était né en plein Paris, des familles de Parisiens. Les mensonges d'État se sont alors multipliés à tel point que toute commémoration du 24 janvier 1960 fut interdite sur le territoire métropolitain en Algérie. On n'avait plus le droit de faire une commémoration de ce massacre du 24 janvier 60. Ce que l'on ne sait pas, c'est que cette décision n'a toujours pas été levée officiellement. Une chape de plomb est tombée sur ce drame fratricide, comme sur le reste de notre histoire, de notre génocide et de notre dispersion dans le monde. Ça n'a pas été levé, c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, normalement, nous ne pourrions pas faire cette commémoration si on appliquait les textes. Cela était sans compter sur la création de notre État pied noir depuis le 1er octobre 2016. Désormais, nous sommes libres de nous exprimer directement sur le plan international et de saisir les tribunaux internationaux. Nous sommes un État de souveraineté fonctionnelle qui a pour devoir de récupérer son territoire en tout ou partie
Je suis actuellement le chef de cet État et je suis entouré par les présidents de corps constitués par des ministres et des députés. La communauté internationale nous respecte et nous aide à prospérer. Nous n'avons pas, à l'heure actuelle, depuis 3 ans, de problème avec la communauté internationale. Nous n'en avons pas d'ailleurs non plus avec la France et avec l'Algérie, il faut le dire. On nous laisse prospérer. Je dirais qu'à mon avis, ils font une erreur en ce qui les concerne, parce qu'à force de ne rien dire, on consent. Et si on consent, après on ne peut plus revenir sur le passé. On va leur dire comment voulez-vous avoir laissé pendant 3 ans prospérer une entreprise que vous dites maintenant qu'elle peut être criminelle et que vous condamnez 3 ans après. Plus le temps passe, plus ils travaillent pour nous. Par contre, donc, la communauté internationale nous respecte et nous aide à prospérer. Notre gouvernement ne comporte pas de ministre des armées. Nous ne disposons pas de forces armées. Par contre, et il est là, nous avons nommé un ministre de la paix. Nous sommes le seul État au monde à agir de la sorte. Notre devise d'État est la paix pour seul combat. Rappelez-vous, nous la devons au plus illustre d'entre nous, Albert Camus, mort tragiquement un soir sur une route de France, 20 jours avant les barricades d'Alger le 4 janvier 1960. Donc nous avons une pensée émue également pour Albert Camus, puisque cette année 1960, vous le verrez, a été terrible pour nous. Le malheur, c'est qu'il nous arrive de ne plus nous en souvenir, parce qu'il y a d'autres événements, vous verrez. Quelques mois après, on libérait 7000 prisonniers de la LN qui avaient été arrêtés en flagrant délit et qui ont été libérés immédiatement après ce drame que nous avons vécu. À la suite de cette cérémonie, nous partirons en convoi pour notre lieu de réunion. Je vous demande de suivre la voiture qui sera porteuse de notre drapeau, qui suivra Eric. J'enregistrerai une conférence de presse que nous payons de nos deniers à l'invitation d'une association qui soutient notre démarche. Notre État se structure, vous connaîtrez les dernières nouvelles et nous partagerons un repas frugal. Demain, nous serons tous à Saint-Jean-de-Védas pour participer au 4e congrès de nos responsables régionaux, ouvert à nos amis. Donc, voilà ce qu'il en est. Cette date du 24 janvier 60, tout le monde a fait en sorte que plus personne ne s'en souvienne. Comme nous le disons, on trouve tout à fait normal que des communautés qui ont été massacrées au niveau de la Deuxième Guerre mondiale prospèrent, se rappellent des moments douloureux et essayent de les commémorer, y compris avec ceux qui les ont perpétrés. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, il y a dans ces rassemblements pour la libération du camp d'Auschwitz, il y a des Français juifs évidemment qui y participent et de toute la communauté juive internationale, mais il y a aussi des Allemands. Donc je veux dire que, regardez bien, il y a parmi nous des Français nés en France, il y a parmi nous des musulmans, il y a parmi nous des juifs, et nous avons une communauté qui est multiraciale, multiconfessionnelle. Nous ne rejetons personne et au contraire, nous sommes très très heureux de communier ensemble pour ces moments de souvenirs qui ont laissé des traces profondes. Je veux vous dire une chose, quand je regarde les gilets jaunes actuels, on parle de ce qu'ils ont fait, mais on ne parle déjà plus des 15 morts qu'il y a eu depuis cette opération-là. Même les gilets jaunes eux-mêmes n'en parlent plus. Et donc on parle certes de ceux qui sont blessés, et qui sont blessés tragiquement à vie, mais ces familles-là, je peux vous dire, pour avoir été le fils d'un père assassiné, que brusquement, tous les projets que vous faisiez s'arrêtent. Et vous êtes confrontés à des difficultés sans nom. Ces 15 familles-là sont confrontées à l'heure actuelle à des problèmes sans nom. Et je pense souvent à eux parce que ça me rappelle le passé. Parce que les enfants des victimes de janvier 1960, je peux vous dire que brusquement, et les épouses évidemment, et les parents, se sont retrouvés dans des situations impossibles. Impossibles à vivre. Impossible. Parce qu'en plus, à l'époque, il n'y avait pas d'aide. Mais je peux vous dire qu'à l'heure actuelle, étant donné que les Gilets jaunes, c'est un mouvement spontané, soutenu par personne, les morts, les familles des morts n'ont pas d'aide. Rien. Donc, on pense ce que l'on veut de leur révolte et de la politique maintenant qui s'en est mêlée, y compris des syndicats, etc. On en pense ce que l'on veut. Mais je pense toujours aux êtres, aux familles, qui, je dis que quelle que soit la cause,
ça ne vaut pas la mort d'un homme. Ça ne vaut pas la mort d'un homme. Et donc nous verrons au cours de cette année 2020, qui sera celle des commémorations, que nous avons eu beaucoup de morts et beaucoup de massacres qui n'ont pas été répertoriés et dont on ne veut plus parler. Et vous vous apercevrez que ah mais bon sang c'est arrivé. Mais oui, bon sang c'est arrivé. Mais plus personne n'en parle. Classé, choc de plomb, secret défense. Et on ne connaît plus les détails. Nous avons subi, quand vous faites le compte, nous avons subi un véritable génocide. Et donc ce génocide-là, il n'y a rien à faire, toute chose se paye, le bien comme le mal. Et à un moment donné, il faut dire surtout la vérité. Voilà, chers amis, nous allons donc déposer notre première gerbe, parce que encore une fois, cette cérémonie du 24 janvier n'est pas trop célébrée par les Piemonts, par les rapatriés. Nous le faisons, et il faut savoir que la barricade qui était rue Charles Péguy à Alger, le premier mort qui a été tué donc sur la barricade, Roger Hernandez, était de Bab-el-Oued. Donc ce sont deux enfants de Bab-el-Oued, Marie et moi, y compris d'ailleurs notre ami Richard, qui a fait un séjour à Bab-el-Oued, il est même Bab-el-Ouedien d'honneur, qui allons déposer cette gerbe en souvenir de Roger. Quand on nous dit que nous étions des fascistes, des colonialistes, etc., je ne sais pas si on a pu coloniser à Bab-el-Oued, je n'en suis pas entendu, en tous les cas, je m'en suis pas aperçu, si on a colonisé quelque chose, et en tous les cas, je peux vous dire qu'à cette époque-là, dans ce contexte-là, Bab-el-Oued votait à 80% communiste, parce qu'il y avait des problèmes sociaux. Et donc, je ne crois pas que c'était tout à fait la couleur dont on nous revêtait à cette époque-là. Allez, ouais. Pourquoi pas, hein? Je voudrais remercier les personnes qui s'occupent du cimetière parce que d'une part, elles nous attendent et c'est en dehors des heures normales. Et donc, merci. Et puis aussi aux personnes qui nous ont donné l'autorisation. Parce que je leur ai bien précisé qu'il y aurait deux bandes, étapiers noirs, à ces morts du 24 janvier 1960. Nous revendiquons nos morts. Et je crois que ça n'est pas évident. Mais surtout, de voir la municipalité de Montpellier dire d'accord, mettez étapiers noirs, nous vous laissons donc cette appellation que nous reconnaissons. Très bien, merci. Je crois qu'on ne dit pas assez merci à notre époque. Parce que jusqu'à présent, il y a peu quand même de collectivités territoriales qui reconnaissent notre État. On commence par entrer avec nos morts. N'oublie pas, je dis toujours, le peuple, ce sont les vivants. La nation, c'est les vivants et les morts. Et nous ne pourrons jamais nous séparer de ceux qui nous ont précédés dans la voie. Si nous faisons quelque chose de bien, ce sera grâce à eux. Je souhaite simplement que nous ne fassions pas quelque chose de mal, parce qu'on pourrait leur reprocher. Donc soyons exemplaires. Merci. Pas longtemps.